avant ça, j'aimerais bien qu'on prenne des nouvelles de cette institutrice dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Elle a été filmée en train de frapper l'une de ses élèves de 3 ans en cours. Elle a été placée ce matin en garde à vue. Elle était convoquée au commissariat du 15e arrondissement de Paris où se trouvent Corentin Alonso et Charles Baget. Bonjour à tous les deux. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que l'avocat de cette institutrice est sorti? Comment se déroule la procédure? Eh bien Laurence, l'enseignante est toujours en garde à vue, accompagnée de son avocat depuis maintenant plus de 7 heures ici, au commissariat du 15e arrondissement de Paris. Elle est arrivée sur les lieux aux alentours de 9h30, son avocat, lui, aux alentours d'11h environ. La professeure des écoles a été filmée en train de frapper une élève dans sa classe de petite section de maternelle, une élève de 3 ans. Les parents ont ensuite porté plainte et l'enseignante a été suspendue par le rectorat. Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris le 10 septembre pour violence sur mineur de 15 ans sans incapacité. Son avocat avait lui évoqué sur notre antenne un geste malheureux, un cas isolé. Le parquet de Paris devrait lui revenir vers nous pour nous donner plus d'informations à l'issue de la garde à vue. Évidemment, Denis Jacob, vous êtes ancien policier. C'est des affaires évidemment ces violences sur enfants que vous avez l'habitude de traiter. Bien sûr, malheureusement, là on est dans le cadre classique, je dirais, d'une enquête judiciaire. Il y a un dépôt de plainte de la famille, il y a violence sur enfants sur mineurs de moins de 15 ans, donc elle va être entendue par la police judiciaire notamment, et dans ce cadre, elle est placée en garde à vue. Donc c'est un cycle normal de la procédure. D'accord. Denis Jacob. Oui, je rejoins partiellement ce que vient de dire Alexandre Devecchio. Effectivement, sur une vidéo comme celle-là, il faut toujours être prudent. En tant qu'ancien policier, je suis bien placé pour en parler à chaque fois qu'il y a des vidéos qui, soi-disant, mettent en cause des policiers. Elles sont toujours tronquées. Et puis, il faut le temps de l'enquête. Et quand plusieurs mois se déroulent, on se rend compte que ce qui s'était passé avant ne l'avait pas montré. Ça ne justifiera jamais, bien évidemment, et je rejoins ce que disait Maître, les violences qui ont pu être commises. Mais il faut aussi les recontextualiser et savoir pourquoi on est arrivé dans cette situation-là. Denis Jacob, moi je m'interroge quand même sur le fait. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a une institutrice qui se comporte comme ça vis-à-vis d'un enfant devant d'autres adultes qui filment et qui n'interviennent pas. Il y a une maman qui était dans la classe, effectivement. Donc si c'était quelqu'un qui, quand elle est institutrice toute seule avec les enfants, maltraite, je pense pas qu'elle le ferait, en tous les cas, sous l'œil d'autres adultes, comme ça, allègrement, en toute liberté. Moi, ça m'interpelle quand même, cette séquence où on a une adulte qui filme et qui le met sur les réseaux sociaux et qui n'intervient pas pour mettre un terme à cette violence. Donc, moi, ça m'interpelle. Denis Jacob a raison, c'est-à-dire que si il y avait des... Enfin, en fait... Si par exemple la maman qui filme, ainsi que la maman de la fille qui a été tapée, vont voir la maîtresse pour lui dire qu'il y a un truc qui ne va pas, vont voir la direction et qu'ils n'ont pas de réponse, et qu'ensuite... Non, on ne sait pas. Non, on sait qu'ils ne sont pas allés le voir immédiatement. Et qu'ensuite, voyant qu'il n'y a pas de réponse, ils décident de médiatiser. Moi, ça ne me gêne pas du tout. On va avancer, on va parler de la situation à Grenoble. Il y avait d'abord une marche blanche qui était organisée hier en mémoire de Lilian Dejean, cet agent de sécurité de 49 ans qui a été tué par balle la semaine dernière par un chauffard. Et puis, il y a eu aussi une fusillade. Et ça, on va y revenir, Denis Jacob, parce que rien n'a changé en réalité dans cette ville. D'abord, on écoute les deux frères, enfin un des frères de Lilian Dejean. Un grand merci. Je vais juste lire 2 mots de mon plus grand. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer l'homme, mais célébrer sa vie. Il ne faut pas pleurer l'homme, mais célébrer sa vie. C'est dur ce qu'on est en train de vivre comme moment. On m'a dit d'arrêter de dire merci. Je suis ému, je suis touché. Lilian, il est toujours avec nous, ok? Lilian, c'était une étoile elle brille dans le ciel. Il brillera toujours pour nous. Il brillera dans vos yeux, dans vos cœurs. Il continuera à vivre. Parlez de Lilian, parlez des bonnes choses qu'il faisait avec. Continuez de parler de mon frère, ça le fait vivre. Voilà, c'est des moments toujours extrêmement poignants, Denis Jacob, mais dans un contexte où rien n'a changé, en réalité. Rien n'a changé. Alors, il faut quand même, là aussi, replacer ce qui se passe à Grenoble dans son contexte. Grenoble est connue comme une ville, historiquement, du grand banditisme et de la mafia. Ça fait des décennies, comme Lyon et comme Marseille. Donc, il faut pas l'occulter. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération
criminels, de délinquants qui veulent marquer l'histoire de leur empreinte et que pour n'importe quoi, avec n'importe qui, ils n'hésitent pas à tuer. Vous parlez du règlement de compte qui a eu lieu dimanche. On va écouter un de vos collègues d'ailleurs. Par rapport à... dans le même temps que la marche, mais il y a eu quelque chose encore à Grenoble cette nuit. Cette nuit, ah oui. C'est-à-dire que ça n'arrête pas en fait. Des policiers de la BAC qui ont interpellé un individu dans la nuit de dimanche à lundi, qui portait une casquette, qui portait un masque chirurgical et qui était armé. Enfin, en tous les cas, il avait un fusil à pompe à l'arrière de son véhicule avec des cartouches. Donc voilà. Donc on sait que Grenoble est un théâtre du grand banditisme. Après, il faut se poser la question sur qu'est-ce que l'on fait, État, collectivité locale, donc la municipalité, en termes de sécurité. Grenoble est une des villes où il y a le moins de vidéosurveillance. Et un maire qui se refuse à armer la police municipale, qui est la première intervenante sur des situations conflictuelles dans cette commune. François Pupponi, on fait le constat jour après jour. Hein. Oui, ce que dit le policier, normalement, il y a un partenariat entre l'État et les collectivités locales dans le domaine de sécurité. Il y a même des conventions qui sont signées, des contrats locaux de prévention de la sécurité, où on se répartit les tâches, où on travaille, où le commissaire peut réquisitionner parfois la police municipale. Enfin, on travaille de concert. Si effectivement, dans une ville où il n'y a pas de partenariat, l'État agit de son côté, mais si la municipalité ne fait pas son travail, il manque quelque chose. Et il n'y a pas de travail partenarial. Et si on ne travaille pas d'une manière partenariale, on bascule dans autre chose qu'on n'arrive pas à gérer. Surtout que là, moi, sincèrement, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que l'individu qui a tué l'employé communal n'a toujours pas été arrêté. Il est toujours en cavale, hein. Et toujours en cavale. Et sincèrement, je pars sous contrôle d'anciens policiers. Une cavale comme celle-là, ça nécessite une organisation derrière, des contacts. Enfin, ça se fait pas comme ça, c'est pas un jeune de quartier. Alors que pourtant, il ne l'avait pas prévu, sans doute. Oui, mais c'est-à-dire que derrière, il y a des réseaux. Non, mais il est clairement identifié. Il a déjà eu 11 condamnations, il a déjà fait de la prison. Enfin, c'est pas le petit délinquant du coin de la rue. C'est-à-dire que derrière, il y a des réseaux, des systèmes. Et ça, c'est la marque du grand banditisme. Bien sûr. C'est pas la marque d'une petite délinquance. D'accord, ok. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Il y a, je le dis... mais sans vouloir tirer à boulet rouge sur le maire de Grenoble, mais Éric Piolle fait partie de cette gauche encore où sécurité, c'est tabou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre la mesure du problème qu'il y a dans cette commune, et il a une police municipale où il se refuse de les armer. Mais tant que ces policiers municipaux se sentiront en insécurité pour travailler, ils n'interviendront pas dans des quartiers difficiles. Et ce que disait mon collègue du syndicat Alliance, oui, il y a également un problème d'effectif de la police nationale qui empêche les policiers de travailler correctement, mais malheureusement, comme à Marseille, où on a eu aussi des victimes collatérales avec des balles perdues. Le constat sans fin que nous faisons émission après émission. Rapidement, Louis. Je vous pose la question, Denis Jacob, de la même manière que l'État a la possibilité de mettre sous tutelle des communes qui sont en cessation de paiement ou alors sont en situation d'énormes déficits, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des communes dans lesquelles l'État exerce sa tutelle et donc reprend en main un certain nombre de quartiers avec des moyens de police nationale et de gendarmerie nationale? L'État peut le faire, bien évidemment, mais il peut aussi dire, voilà, il y a un problème sur cette ville. On l'a fait à Marseille. On a envoyé, je ne sais pas combien de dizaines de policiers en renfort de manière permanente. Là où on a véritablement un vrai problème de criminalité qu'on n'arrive pas à endiguer, eh bien, il faut mettre les moyens. Mais il faut aussi que ça soit dans les deux sens. Il faut que la commune aussi aille dans le sens de mettre les moyens nécessaires. À Marseille en grand. Oui. C'est l'État qui dit je me substitue à la commune dans le domaine de la compétence de l'éducation, de la sécurité, et c'est moi qui vais faire. Moi, j'ai jamais vu un président de la République s'occuper de la reconstruction d'une école. C'est de la compétence pure d'un maire. Ouais, et là, à Marseille, l'État a dit, on fait. Donc, je pense qu'on arrivera de plus en plus dans certaines villes à des mises sous tutelle sécuritaire, en fait. Oui, alors, en matière de sécurité, c'est quand même l'État qui est responsable. C'est quand même l'État qui est responsable. Voilà. Là, donc, l'État n'a même pas besoin de mettre la ville sous tutelle. L'État doit agir. Mais c'est vrai que si la commune n'agit pas à côté, il y a un manque. Mais la commune ne pourrait toujours rien y faire. C'est-à-dire que non, mais dans la mesure où ça dépend des électeurs. Oui, ça va beaucoup plus loin. Oui, mais Denis, la police municipale, est-ce qu'elle doit continuer à être sous l'autorité du maire, ou est-ce que ça doit véritablement devenir une force de sécurité d'État, ce que demande quand même beaucoup de... Il y a des maires qui demandent le compte. Je prends l'exemple du maire de Nice. Mais les policiers municipaux, ils aimeraient bien avoir le statut de la police nationale. Je prends l'exemple du maire de Nice.
il y a plus de policiers municipaux et mieux armés à Nice que de policiers nationaux. Donc à un moment, le maire de Nice, il dit c'est moi qui paye, c'est moi qui ai le plus de personnel, et donc c'est à moi de gérer la sécurité. Il y a la double demande. Hein. Là, il y a des maires qui disent l'État étant défaillant. Ça pose le problème d'une police à deux vitesses. Une police de riches et, excusez-moi, une police de pauvres. Donc à un moment donné, il va falloir ouvrir sérieusement le débat sur le positionnement statutaire de la police municipale. Ils sont quand même 25 000 en France. Alexandre, j'aimerais qu'on parle de l'Allemagne, parce que ce qui se passe en Allemagne depuis ce matin est assez inédit, en tout cas, puisque l'Allemagne a rétabli ses contrôles à toutes les frontières avec les pays limitrophes, dans le but évidemment de contrer et de réguler l'immigration illégale. On fait le point avec Gaudéric Bay, je vous passe la parole. C'est au tour d'un autocar d'être stoppé. Tous les papiers des passagers vont être contrôlés avant d'entrer en Allemagne. Depuis ce matin, le même dispositif est appliqué sur tout le territoire. Les bus longue distance, les camionnettes ou encore les transports en commun sont particulièrement ciblés. Mais les contrôles ne sont pas systématiques. Nos contrôles sont très flexibles et dépendants de la situation, ce qui fait que nous n'installons pas le poste frontière classique et que nous ne contrôlons pas chaque véhicule ni chaque personne. Les contrôles ciblent plutôt les véhicules pour lesquels nous soupçonnons une migration illégale. L'Est et le Sud de l'Allemagne étaient déjà concernés depuis octobre. Aujourd'hui, et ce pour 6 mois, les contrôles aléatoires concernent toutes les frontières du pays. Entre Strasbourg et Kiel, cette décision plaît autant aux Allemands qu'aux Français. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, quand il y avait les contrôles fréquents à la frontière, voilà. Mais c'est une bonne chose, je trouve, c'est bien. C'est pareil qu'en France, ils devraient faire pareil. Ils ont totalement raison. Je ne suis pas contre les étrangers ou quoi que ce soit, mais je trouve que cela apporte un peu de sécurité. Je pense que les contrôles sont nécessaires. Je pense que c'est ce que veut le gouvernement et qu'il faut l'appliquer. Après une série d'attaques islamistes commises ces dernières semaines par des étrangers, le chancelier Olaf Scholz a dû resserrer la vis sur l'immigration illégale. Denis Jacob. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on revoie le dispositif, et le dispositif au niveau européen, pour plusieurs raisons, et au-delà de l'immigration, on parlera peut-être de Calais après, mais bien sûr que ça permet de mieux renforcer le contrôle sur l'immigration clandestine, mais ça permet aussi de lutter contre le grand banditisme, l'arrivée de la drogue, qui se fait souvent en voiture, notamment par l'Espagne, de pouvoir aussi renforcer les contrôles quand on a des auteurs de meurtres en fuite, Amra, celui de Grenoble notamment, qui a priori serait en Europe, puisqu'il y a un mandat d'arrêt européen qui a été lancé, donc ça veut dire qu'on a suffisamment d'éléments qui laissent à penser qu'il ne se trouve plus en France, et donc je pense qu'effectivement il faut que l'Europe se penche sérieusement sur la question des frontières pour renforcer le travail des policiers, et madame a parfaitement raison. On le fait dans les aéroports, même pour aller dans nos territoires d'outre-mer. On ne le fait pas dans les trains, en revanche, évidemment. C'est pas fait dans les trains, et il faut le renforcer aux frontières routières. Bien sûr. Et je vous donne la parole. Il ne faut quand même pas perdre de vue, effectivement, que le renforcement des contrôles aux frontières, ça renforce l'efficacité du travail de la police au niveau national, mais ça renforce aussi la coopération entre les polices européennes. Parce que quand il y a un véhicule qui passe au niveau d'une frontière, je veux dire, franco-italienne, même si on ne l'interpelle pas sur le moment, mais qu'on a des présomptions que c'est potentiellement des criminels ou des délinquants, on peut le signaler à la police du pays d'à côté. Alors ça se fait déjà, mais renforcer ce dispositif de contrôle transfrontalier, je pense que ça permet... Est-ce qu'on a assez de douaniers, est-ce qu'on a assez de policiers ?